0. Alors bonjour Arthur Bongrand, vous êtes responsable ramasseur de balles à la Fédération française de tennis, autrement dit le superviseur, le big boss des ramasseurs de balles de Roland-Garros. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Tennis Court. Comment allez-vous déjà et où êtes-vous confiné actuellement? Eh ben bonjour, effectivement, c'est mon poste depuis. Alors j'étais adjoint depuis une dizaine d'années et je suis passé responsable depuis l'année dernière. J'ai la chance de pouvoir être confiné dans une maison en Normandie avec un jardin, donc c'est quand même plus agréable que l'appartement à Paris. Je vais bien, il n'y a pas de malade autour de moi, on croise les doigts, mais le confinement commence à être un petit peu long. Ouais, j'imagine, pour tout le monde aussi, notamment la trêve du tennis. Euh, com- Exactement. Comment ça se passe du coup? Là, vous êtes loin de Roland, enfin, tu étais loin de Roland Garros. Est-ce que la Fédé travaille en télétravail justement? Ça s'est organisé là-dessus? Exactement, le stade Roland-Garros est quasiment fermé à l'heure actuelle. Il y a quelques personnes qui peuvent travailler encore sur le stade, notamment les jardiniers, les techniciens, quelques personnes des travaux, puisque les travaux ont été en partie arrêtés, mais continuent globalement dans le stade à petit niveau. Mais sinon, la plupart des salariés de la Fédération de tennis sont en effet en télétravail à la maison. Alors c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire puisque certains parmi nous l'avaient déjà 1 ou 2 jours par semaine. Mais c'est vrai que là c'est tous les jours depuis un mois pour tout le monde. Alors heureusement les outils visio etc. nous permettent de discuter entre nous régulièrement. Mais c'est une manière de travailler nouvelle pour pas mal d'entre nous. Et peut-être qu'on va s'habituer à la longue à travailler en télétravail. Et exactement, c'est peut-être quelque chose qui se fera un peu plus de manière plus régulière dans certaines boîtes, oui. Alors comment vous en êtes arrivé là à devenir responsable des ramasseurs de balles? Est-ce que vous t'étais du coup ramasseur de balles toi aussi dans le passé? Exactement. Alors, je me suis pas levé un matin en me disant je vais être responsable des ramasseurs de balles. Ça marche pas vraiment comme ça. J'ai été ramasseur de balles quand j'étais adolescent. C'est quelque chose qui m'a très vite beaucoup plu. C'est un milieu dans lequel j'ai toujours baigné, hein, le milieu du tennis. J'étais malheureusement pas assez bon pour avoir l'ambition de devenir joueur professionnel, mais en tout cas, le milieu du tennis a toujours été le mien et le monde du sport également. J'ai une formation pour être professeur de PS et puis un poste s'est libéré à la Fédération française de tennis juste pendant mes études. J'ai un peu sauté sur l'occasion sans terminer mes études, mais parce que le poste faisait envie en tout cas. Donc j'ai quitté Montpellier, j'étais à Montpellier à l'époque et je suis monté à Paris pour ce poste-là en janvier 2010. Donc ça remonte à un moment maintenant. Ça remonte à un moment, quand je suis arrivé, j'avais dit que ça serait peut-être que pour quelques années et le temps passe vite, ça fait maintenant 10 ans que je suis sur ce poste-là. Et on se lasse pas au fur et à mesure des années, c'est pas redondant. Il y a justement des changements au niveau de la hiérarchie, je sais pas, aussi dans le management des ramasseurs de balles. Pas de lassitude, non, parce que notre année est divisée correctement. On va dire, on a vraiment 3 phases. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais pas vraiment de lassitude, non. Et puis, on a lancé des nouveaux projets, des projets internationaux, des projets francophones. Donc, chaque année, ou en tout cas régulièrement, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Ça permet de ne pas rentrer non plus dans une routine qui, effectivement, serait un petit peu lassante. J'imagine. Bon, alors, avant de revenir sur l'actualité dont beaucoup de monde parle et le report du tournoi de Roland-Garros en fin d'année, du 20 septembre au 4 octobre, on va parler justement de cette phase exclusivement du processus des ramasseurs de balles, de sélection, etc. Comment ça se passe exactement? Tu parlais de 3 phases. Comment vous sélectionnez les ramasseurs de balles de Et Roland-Garros? Exactement, on peut vraiment découper ça en 3 phases. Une première phase où les jeunes licenciés de tennis, parce qu'il y a que 2 conditions pour être ramasseur de balles, il faut être licencié de tennis et avoir entre 12 et 16 ans. Tout le monde peut s'inscrire en choisissant un lieu de sélection proche de sa zone géographique.
On fait une dizaine de lieux de sélection une fois dans chaque ligue de tennis entre le mois de septembre et le mois de décembre. Donc on s'inscrit pour cette journée de sélection-là. Environ 4000 jeunes s'inscrivent pour les journées de sélection en tout sur la France. Une grande partie également en Île-de-France. On a quasiment 1200 inscrits pour uniquement l'Île-de-France. Et ensuite, dans chaque ligue, en fonction du nombre de licenciés, on a plus ou moins d'inscrits. Une fois on fait passer les tests à tout le monde, il n'y a pas de sélection avant les tests de sélection. Tout le monde, chaque personne qui s'inscrit peut passer les tests. Et une fois qu'on a passé les tests, donc des tests physiques, des tests d'adresse, de coordination, on regarde la motivation aussi un petit peu. Chaque jeune passe une demi-journée auprès de nos encadrants, de nos évaluateurs, et on sélectionne à peu près 10% des jeunes, donc 450 à peu près sur la France, pour participer à la deuxième phase, qui sont les stages de formation. Durant ces stages, notre objectif principal, c'est de former les jeunes à devenir ramasseurs de balles. Donc on va leur apprendre un peu tous les rudiments du métier, entre guillemets, je mets des guillemets, du ramasseur de balles. Donc on va commencer avec un travail assez technique sur les premiers jours et puis très vite passer en situation de match, comme s'ils étaient sur un terrain à Roland-Garros. Et puis on va, au fur et à mesure du stage, compliquer de plus en plus les situations pour rentrer dans les détails, parler des habitudes des joueurs, des tie-breaks, des changements de balles, et puis rentrer vraiment dans le vif du sujet sur les derniers jours avec vraiment une approche type Roland-Garros. Une fois qu'on a formé tous ces jeunes, malheureusement on ne peut pas retenir tous les jeunes pour le tournoi, et donc on va en retenir 260 pour le tournoi de Roland-Garros. Ah, donc il y a encore un gros écrémage entre Il y a encore les phases. un bon écrémage durant les stages, en effet, qui est moins important que les sélections, mais quand même qui est relativement dur parce que les jeunes sont de plus en plus proches de Roland-Garros. On leur en parle beaucoup. Durant les stages, on est vraiment 5 jours en immersion complète avec eux. Donc ça nous permet nous aussi de bien les connaître d'un point de vue du comportement. C'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'ensuite, quand ils sont 260 pendant le tournoi, on ne peut pas faire la police avec tout le monde tous les jours. Donc, on essaie vraiment d'avoir des jeunes qui se tiennent à corps, on va dire, ou en tout cas qui respectent les quelques règles qu'on donne. Et ensuite, la troisième phase, c'est pendant le tournoi où là, c'est de la gestion humaine, entre guillemets, du management de 260 jeunes ramasseurs de balles et de 40 encadrants. Donc en plus d'être bon ramasseur, il faut être bon humainement, si j'ai bien compris. Il faut être exemplaire. C'est un peu l'idée. Alors on n'est pas non plus alarmé et on veut pas que les enfants un petit peu cachent leur personnalité, mais l'idée c'est quand même qu'ils apprennent à respecter les quelques règles qu'on fixe parce que c'est compliqué de faire la police dans un stade qui est très grand avec 260 jeunes ados. C'est pas facile. Ouais, j'imagine. Une fois, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes, enfin la majorité des jeunes vient de la région parisienne et de l'Île-de-France. Ça se ressent aussi dans l'effectif final? Il y a une majorité aussi de franciliens? Alors, il y a une majorité. En fait, la répartition est assez bien faite en fonction du nombre de licenciés dans chaque ligue. On va dire, sur 260, on a entre 70 et 80 ramasseurs d'Île-de-France qui sont présents pendant le tournoi. Et ensuite, la répartition est globalement bien faite en fonction des ligues. Alors, il y a des ligues qui sont, on va dire, un peu plus moteurs que d'autres. Des ligues où il y a des gros tournois, je pense notamment autour de Metz, autour de Lyon, autour de Montpellier, qui sont des régions où il y a des tournois, où en tout cas il y a quelqu'un sur place qui s'investit également pour former déjà des ramasseurs de balles. Donc c'est des viviers qui sont généralement qui marchent bien pour nous et en tout cas le niveau est souvent présent dans ces zones-là, oui. Ah, d'accord, donc en fait les sélections des ramasseurs de balles à Roland-Garros s'appuie aussi sur les gros tournois français comme Metz, comme Montpellier, des choses comme ça. On ne s'appuie pas directement sur eux parce que c'est des entités privées qui gèrent les tournois. On est en lien forcément parce qu'on connaît un peu le milieu et en tout cas les personnes qui sont susceptibles de s'occuper des ramasseurs de balles là. Mais en tout cas, on ressent vraiment dans les sélections que dans ces régions-là, il y a vraiment un investissement un peu plus important que dans d'autres et où en tout cas le niveau est souvent un peu plus élevé, oui. Bon, pour revenir sur cette phase de tournoi, la sélection maintenant on l'a compris, c'est très sélectif déjà, mais ça doit être intéressant à faire.
Qu'est-ce qu'une journée type pour un ramasseur de balles quand il arrive à Roland-Garros du début à la fin de la journée? Alors, les journées sont assez intensives, puisqu'ils arrivent généralement entre 1 heure et 1 heure et demie avant le début des matchs. Donc, si les matchs commencent à 11 heures, ça fait une arrivée au stade à 9 h 30 pour se préparer, faire l'échauffement, regarder son attribution de cours, etc. Et chaque jour, les enfants sont attribués à un terrain. Et ils passent la journée sur ce terrain-là. Donc soit ils sont chanceux et c'est un terrain où les matchs vont aller plutôt vite avec peut-être un abandon et un match assez rapide et ils vont terminer leur journée un peu plus tôt que les autres. Soit c'est une grosse journée et puis ils ont 1 ou 2 matchs en 5-7 et la journée peut s'éterniser un petit peu. Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas de lumière à Roland-Garros, donc à 21 h 30, quoi qu'il arrive, on stoppait les matchs. À partir de l'année prochaine, ou en tout cas à partir du mois de septembre, le deal sera un petit peu différent puisqu'on va pouvoir pousser un peu les matchs un peu plus tard que 21 h 30. Mais les enfants sont attribués à un terrain, généralement 2 ou 3 équipes sur le court qui font des rotations toute la journée. Ils sont encadrés par un adulte qui est au bord du court avec eux également toute la journée. Et cet adulte est en charge de l'encadrement des jeunes avant tout sur le terrain et également de ce qu'on appelle la partie évaluation. Qui va nous permettre tout au long du tournoi de pouvoir donner des petites notes, des petites appréciations à tous les jeunes et pour avoir notre objectif final qui est de sélectionner les 18 meilleurs pour ramasser les 2 finales de la fin du tournoi. Donc dans le tournoi, il y a aussi une nouvelle sélection où faut être toujours à l'affût. La moindre faute est revue aussi. Après, par exemple, s'il y a une boulette qui est faite pendant un match, on en parle après avec l'élève ou avec l'élève, je veux dire, mais avec le ramasseur. Ça marche aussi. Au sein de l'équipe, ouais. Oui, en effet, c'est vrai qu'on essaie de former les jeunes à toutes sortes de situations possibles, mais on n'est pas sur le terrain avec eux. Notre vrai objectif, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible quand ils sont sur le terrain. Et quand parfois il y a une petite erreur qui arrive, ce qui peut arriver, c'est pas des robots, c'est pas des machines, ça reste des enfants. Donc quand il y a une erreur, l'idée c'est d'en parler bien évidemment avec le jeune et puis d'en parler avec tout le groupe pour que si la même situation arrive une autre fois, la même erreur ne se reproduise pas une deuxième fois. On garde aussi quelques vidéos qu'on passe en stage l'année d'après pour montrer quand il y a eu des petites erreurs. Je pense là rapidement à par exemple quand ils ont enlevé le let au premier service chez les juniors. Ça a été un gros changement pour nous aussi. Et du coup, sur les premiers jours, c'est vrai qu'il y a eu quelques hésitations, ou en tout cas quelques jeunes qui ont voulu aller ramasser cette balle, même si elle était let, et encore en jeu du coup sur les juniors. Donc voilà, on s'adapte aussi aux règles du tennis et on essaye de transmettre d'année en année les différentes informations pour les nouveaux ramasseurs de balles. Donc le processus vidéo, vous vous en servez aussi. C'est pas uniquement, je sais pas, quand on est au foot, en tennis et pour les ramasseurs de balles, on s'en sert pour revoir la vidéo. Exactement. Alors à toute petite échelle, on va pas parler tactique sur tableau blanc ou des choses comme ça, mais en tout cas, ça leur permet aux jeunes de visualiser ce qui peut se faire sur le terrain et d'essayer ce qu'on leur dit, c'est de se mettre dans cette situation-là et de se dire, est-ce que j'aurais fait la même chose ou pas. Donc oui, on fonctionne aussi avec quelques vidéos pour leur montrer comment ça se passe sur le terrain. Ok. J'avais une petite question sur le réveil musculaire. Pour les spectateurs qui viennent régulièrement à Roland-Garros, ils l'ont probablement vu. Il y a une musique et une sorte de rythme chaque matin avec la musique des Ballos. On va juste écouter un extrait. D'où vient cette musique? Qui l'a créée et pourquoi? Alors, ça remonte à loin, et ça remonte à même très loin, puisque de mémoire, cette chanson a été initiée en 2004 par un ramasseur de balles qui était plutôt au fait sur le sujet. Et durant les stages, on avait passé un film qui s'appelle Le plus beau des combats, qui est un film qui parle un peu de la ségrégation raciale dans le football américain aux États-Unis. Et dans ce film-là, il y a une chanson que l'équipe fait avant ses matchs. Et ce jeune-là, ce ramasseur-là, avait voulu retranscrire cette chanson au ramasseur de balles. Donc les paroles ont quand même globalement évolué en fonction des années, des joueurs. Il y a eu des petits changements sur les paroles, mais l'idée de la chanson vient de ce film-là et de cette année-là surtout. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Que ce soit pour les spectateurs qui sont là tôt dans le stade ou même pour les personnes qui travaillent dans le stade, ça permet de lancer la journée
Ça marche très très bien avec les médias, bien évidemment, qui sont friands de venir filmer cette chanson du matin. Euh, et, euh, et je pense que si un jour on se pose la question de continuer à la faire ou pas, l'organisation du tournoi nous dira de continuer à la faire, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qui fait vivre en tout cas le stade le matin sur le tournoi. En tout cas, c'est très intéressant. Je propose aux spectateurs, s'ils ont la chance d'y aller, d'aller un peu plus tôt au stade pour voir ce rythme, parce qu'il est très marrant. Et Dès c'est l'ouverture des portes, en effet, la chanson exactement. commence à l'ouverture des portes. Ouais, ouais. Petite question aussi dans ce même registre, par rapport aux tenues des ramasseurs de balles, on sait qu'elles sont très attendues chaque année, et il y a souvent des articles qui sortent dans les médias. Est-ce que tu as ton mot à dire sur ces tenues, et qui les produit? Un designer derrière? Alors, c'est le service partenariat de la Fédération française de tennis qui déjà décide, en tout cas, négocie avec l'équipementier des ramasseurs de balles. Alors, il y a un équipementier un peu historique qui était Adidas sur ces dernières années. On a changé d'équipementier depuis l'année dernière. Et cette année, pour la première fois, on aura Lacoste qui sera partenaire équipementier des ramasseurs de balles. Alors, on a un an en avance à peu près le visuel des tenues. On donne quelques recommandations, mais qui sont plus des recommandations techniques que vraiment sur la mode, entre guillemets, puisque ça, on laisse le travail aux personnes de Lacoste qui sont au fait de ce qu'ils ont envie de produire, en tout cas. Voilà, on a juste quelques recommandations sur... il nous faut un sweat à capuche, par exemple. Il nous faut un truc à zip qui est plus pratique à enlever ou à remettre. Il nous faut des poignets, il nous faut une casquette. Voilà, c'est des petites choses comme ça où, en tout cas, on donne quelques informations à Lacoste, mais ensuite, c'est vraiment eux qui sont sur le design des tenues. Et du coup, plutôt content des dernières tenues ou pas? Oui, oui, non, c'est toujours une tenue qui plaît beaucoup déjà aux enfants et qui est l'une des tenues les plus vendues dans le stade pendant le tournoi. Je pense, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très apprécié en tout cas du public également. Alors, on entend souvent, pour revenir aux qualités des ramasseurs de balles, on entend souvent les joueurs dire, notamment quand j'ai préparé cette interview, voir Nicolas Mahut, Pierre Gerber ou même Bachinski, qui était demi-finaliste en 2017, dire que les ramasseurs de balles de Roland Garros sont les meilleurs du monde. Alors, j'imagine que tu dois en être fier. Euh, Pourquoi on pourrait dire ça? Et quelle est la qualité d'un bon ramasseur de balles de Roland Garros? Alors, c'est quelque chose effectivement qu'on entend régulièrement. Nous, on le revendique pas trop parce qu'on préfère rester modeste, bien entendu. Mais non, ce qui est surtout important pour nous, c'est que les joueurs se sentent à l'aise sur le terrain quand ils sont à Roland-Garros et qu'ils ne pensent qu'à leur match. Et c'est vrai que c'est ça qu'on met en avant durant nos stages de formation, d'essayer d'adapter, en tout cas, le travail des enfants sur le terrain pour chaque joueur. Et on a noté des petites habitudes que les joueurs avaient et on essaye vraiment quand il y a un match avec un joueur un peu spécifique, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas vraiment d'habitude, mais certains joueurs ont des habitudes un peu plus particulières, d'adapter ce que font les enfants à chaque joueur. Et je pense que c'est ça qu'ils apprécient quand ils sont sur le terrain. Ils arrivent à penser uniquement à leur match et pas à dire ah tiens, il faut que je dise au ramasseur qui m'amène ma serviette, qui me donne la balle d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc ils sont vraiment à l'aise quand ils sont sur le terrain à Roland-Garros et je pense que c'est pour ça qu'ils apprécient d'être là sur le tournoi. Et dans ces exigences des joueurs, notamment, on sait que Rafael Nadal, il veut deux serviettes, par exemple. Enfin, je pense que tu sais mieux que moi toutes ces choses-là et ces exigences. On s'adapte à tous les joueurs ou c'est un peu aussi, on s'adapte aux joueurs qui sont les stars du tennis mondial? Non, on essaie de s'adapter à tous les joueurs. Certains ont vraiment des habitudes qu'on arrive à déceler très vite en regardant à la télé sur d'autres tournois ou des choses comme ça. Mais on voit forcément un peu plus les grands joueurs à la télé, donc c'est plus facile de se rendre compte que Nadal il veut deux serviettes. Mais ce que les gens arrivent peut-être pas à voir, c'est que Nadal il prend aussi toujours deux balles d'un côté, une balle de l'autre côté, et qui relance la troisième balle toujours du même côté. Et ça, quand on n'est pas vraiment, enfin ou en tout cas quand on n'a pas touché
proche au ramasseur de balles, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément attention, dont on fait pas forcément attention. Stan Wawrinka, par exemple, qui veut toujours 6 balles quand il commence un jeu pour regarder toutes les balles avant de choisir les 2 balles avec lesquelles il va servir. Voilà, il y a différentes choses. Il y a pas mal de joueurs qui prennent qu'une seule balle au service, donc s'ils font faute sur le premier service, il faut tout de suite réagir pour leur donner leur deuxième. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont un peu inhérentes à chaque joueur, mais où on essaye, nous, de pas faire de différence entre Rafael Nadal ou le 100e joueur mondial. D'accord. Euh, ton rôle pendant ce tournoi, parce que tu as l'air vraiment au fait sur ces petits détails et assez professionnel là-dessus, j'imagine, et c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien les ramasseurs de balles à Roland-Garros. Quel est ton rôle pendant ce tournoi? Tu chapeautes un peu toutes les équipes, chaque superviseur de ramasseurs de balles, ou alors tu es vraiment un peu dans l'organisation, un peu à l'écart, et je sais pas, quelle est ta fonction pendant cette quinzaine? Alors c'est assez souple, on va dire, entre guillemets. J'ai d'abord, à gérer une équipe de 40 encadrants qui sont eux-mêmes gérés par 3 superviseurs. Donc on est en lien assez proche toute la journée par talkie-walkie, par téléphone, etc. Donc c'est de la gestion de planning, c'est de la gestion c'est de la vraie gestion humaine. Malheureusement, je suis obligé de me détacher un petit peu du terrain et des ramasseurs de balles parce que je laisse ça aux encadrants et aux superviseurs. Parce que ça me prendrait aussi, ça serait pas jouable tout simplement. J'essaye de quand même aller faire un tour au moins une fois par jour sur quelques terrains pour que les enfants me voient, pour moi aussi rester proche du court parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Mais je suis aussi en lien avec l'organisation du tournoi, le juge arbitre quand il y a des demandes spécifiques. Voilà, donc on fait partie vraiment inhérente de l'organisation du tournoi, de la direction sportive de la Fédération française de tennis, et on travaille un peu tous ensemble. Mais je suis obligé de me détacher un peu du terrain pendant le tournoi, malheureusement, oui. J'imagine. Et du coup, peut-être question un peu bête, même si je pense que ça prend du temps de former les sélections, etc. Mais le lendemain de finale, tu prends des vacances ou alors c'est tout de suite au charbon le lendemain et on reprend une année complète? Non, c'est vrai que l'année est assez bien organisée. Après le tournoi, on va dire qu'on prend toujours 2-3 semaines pour ranger, pour débriefer, pour préparer déjà un petit peu les inscriptions de l'année suivante. Et ensuite, à part cette année, mais normalement, l'été est plutôt tranquille et on reprend une année complète à partir du mois de septembre. Mais voilà, c'est vrai qu'on travaille pas mal de week-ends. On travaille sur des amplitudes horaires assez importantes pendant le tournoi. Donc il faut aussi qu'il y ait une rétribution et qu'il y ait un petit avantage à pas trop travailler l'été. Ok. Justement, on va parler de ce bouleversement cette année dans les médias, et le calendrier ATP est bien entendu bouleversé avec cette épidémie du coronavirus. La FFT a annoncé le report du tournoi du 20 septembre au 4 octobre, donc une semaine après l'US Open. Mais bon, même si ça reste, je pense que ça dépendra encore beaucoup de l'évolution de la pandémie. Même pour vous, vous devez rester aussi très, très au fait de cette pandémie. Comment ça se passe, vous, pour les sélections? Ça doit bouleverser toutes les sélections. Est-ce que certains ramasseurs ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas revenir en septembre, par exemple? Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Alors déjà, on va croiser les doigts qu'on puisse faire le tournoi. C'est une première chose parce que c'est important pour la fédération de tennis, c'est important pour le tennis en France tout simplement que ce tournoi ait lieu. Donc on espère vraiment qu'on puisse, d'ici le mois de septembre, organiser ce tournoi-là. On a dû nous décaler, on avait encore 2 stages de formation qui étaient prévus pendant les vacances scolaires du mois d'avril. Ces stages ont été bien évidemment reportés. À une date ultérieure, on n'a pas encore exactement la date, mais on risque de faire ces stages-là courant du mois d'août. Donc j'espère déjà qu'on pourra les faire. J'espère que les jeunes, ou en tout cas la majorité des jeunes, pourront se rendre à ces stages de formation-là. Et ensuite, effectivement, le tournoi qui va arriver assez vite après la rentrée scolaire. Alors, de toute façon, les enfants pour le tournoi ratent 3 semaines d'école avec la semaine des qualifications et les 2 semaines du tableau final. Je suppose que c'est quand même plus facile de rater l'école au mois de mai qu'au mois de septembre. Donc on est un petit peu inquiet sur ça. J'ai pas eu de mail pour l'instant des parents ou des enfants pour nous annoncer que malheureusement ils pourraient pas se présenter en tant que ramasseur de balles pour le mois de septembre. Je croise les doigts, mais c'est quelque chose de toute façon
On trouvera toujours des ramasseurs de balles pour Roland Garros. On trouvera des jeunes qui nous diront oui, ou en tout cas où les parents seront d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas la même organisation. Il va falloir s'adapter. Alors c'est souvent un mot qui revient dans l'événementiel, ou en tout cas quand il y a des événements un peu particuliers comme ça, c'est qu'on doit s'adapter. L'essentiel, c'est qu'on puisse rejouer au tennis assez rapidement et qu'on puisse organiser bien évidemment ce tournoi de Roland Garros. Bon, bah, je pense qu'on restera sur. Ce sera le mot de la fin, l'adaptation, pour cette édition 2020 de Roland Garros. Merci beaucoup, du coup, d'avoir répondu à nos questions. Et on croise les doigts tous également pour que ce tournoi ait lieu en septembre au mieux. Et puis en tout cas, ait lieu dans cette saison 2020. Merci beaucoup. Merci beaucoup.